Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse, pensée un peu comme un véritable cours d'histoire à la fac. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur une petite bataille oubliée ou une simple date de calendrier. Non, on va s'attaquer à quelque chose de beaucoup plus monumental, un bond évolutif majeur de notre propre espèce. C'est ce qu'on appelle le nouveau humanisme. C'est un concept vraiment fascinant qui nous propose de voir l'histoire de la conscience humaine non pas comme une suite de hasards, mais comme une progression logique presque inévitable. Alors, prenons nos carnets de notes et plongeons ensemble dans cette évolution historique incroyable. Au programme de notre session d'aujourd'hui, on va balayer 5 grands thèmes. D'abord, le concept de l'ère axiale. Ensuite, l'éveil de l'individu. Puis on regardera les limites de l'isolement pour enchaîner sur la seconde ère axiale et on terminera par la transition évolutive en elle-même. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, le concept de l'ère axiale et le cadre de pensée du philosophe Karl Jaspers. En fait, c'est le philosophe et psychiatre Karl Jaspers qui a mis le doigt sur ce qu'il a appelé la première ère axiale. Et c'est un véritable basculement structurel dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, le monde fonctionnait presque exclusivement sur la base du mythe. Une tempête catastrophique, la colère des dieux. Mais soudainement, pendant cette ère axiale, il y a un changement radical. C'est l'émergence de la pensée rationnelle et introspective. D'un seul coup, le cerveau humain commence à s'observer lui-même, à chercher une logique, à inventer des mathématiques abstraites et de la philosophie. C'est l'esprit humain qui, littéralement, s'éveille. Et ce qui est complètement dingue pour les passionnés d'histoire, c'est la chronologie. Ce grand réveil s'est produit entre 800 et 200 avant notre ère, de façon quasi simultanée, mais surtout de manière totalement indépendante à travers le monde. Sans Internet, sans avion, sans aucun moyen de se concerter, des civilisations qui s'ignoraient complètement ont eu exactement la même étincelle évolutive au même moment. C'est quand même un mystère absolument merveilleux. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, l'éveil de l'individu, le passage du mythe à la réflexion. Pour faire simple, cette période, c'est la naissance du jeu. Aujourd'hui, ça nous semble évident, mais à l'époque, c'était une révolution totale. L'être humain a soudain arrêté de se voir comme un simple pion, manipulé par la nature ou les dieux. Il a pris conscience de sa propre responsabilité. L'idée forte ici, c'est que l'individu devient l'auteur de sa propre morale et de son propre destin, que ce soit pour trouver le salut ou l'illumination. Et les pionniers de ce grand bouleversement, ce sont des figures historiques incontournables. On parle de Socrate en Grèce, qui bouscule tout le monde avec ses questions existentielles. Le Bouddha, en Inde, en quête de la fin de la souffrance, les grands prophètes d'Israël, Lao Tse en Chine ou encore Zoroastre en Perse. Des esprits gigantesques, issus de cultures aux antipodes les unes des autres, mais qui portaient tous cette même nouvelle sagesse. Pour rendre ça un peu plus concret, imaginons une métaphore toute simple. Représentons-nous ces nouvelles philosophies comme de magnifiques îles volcaniques qui surgiraient d'un coup en pleine nuit au milieu d'un vaste océan très sombre. L'océan, c'est la vieille pensée mythologique. Chaque île est un miracle, un phare d'intelligence et de rationalité. Mais attention, le détail qui tue, c'est que ces îles émergent de façon totalement déconnectée. Elles sont géographiquement et culturellement seules au milieu de l'eau. Et ça pose un vrai problème. Ce qu'on va voir dans notre troisième partie, les limites de cet isolement. Quand on étudie l'histoire, il faut toujours chercher les limites d'un système. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui a cloché ? Pourquoi ce premier grand bond majestueux de la conscience humaine n'a-t-il pas réussi à unifier le monde entier dès cette époque ? Eh bien, la réponse est dans notre métaphore. Le drame, c'est l'isolement. Sans aucun contact entre ces fameuses îles, les idées révolutionnaires de départ ont fini par se figer. Elles se sont transformées en dogmes rigides. Et qui dit dogme, dit création de frontières géographiques strictes et malheureusement justification des pires guerres de religion. Au final, on s'est retrouvé avec une énorme cassure entre le développement intérieur des gens et une société extérieure devenue complètement cloisonnée et oppressive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Passons à notre quatrième partie, la seconde ère axiale, où le nouveau humanisme entre en jeu comme une grande synthèse. Ici, le contraste est absolument fondamental. Si la première ère axiale fonctionnait sur la séparation, l'isolement et la différenciation, la seconde ère axiale, elle, repose entièrement sur la convergence et l'intentionnalité. C'est un saut qualitatif énorme. L'humanité n'est plus censée subir passivement son évolution en restant chacun dans son coin. Au contraire, elle est appelée à choisir intentionnellement de se rassembler. C'est un peu la mise à jour ultime du logiciel de la conscience humaine. Reprenons notre histoire d'îles volcaniques pour bien comprendre. Si la première ère a fait sortir ces îles de l'océan, la seconde ère, c'est l'étape logique d'après. Construire des ponts. Il ne s'agit surtout pas de raser les îles ou d'effacer les cultures, non. Il s'agit de bâtir consciemment des passerelles solides entre elles pour créer un réseau unifié et fluide. Le nouveau humanisme, en fait, c'est l'ingénierie et la construction de ces ponts. Et nous voilà déjà à notre dernière partie, la transition évolutive et ce fameux saut qualitatif.
Il faut bien réaliser que tout ça n'est pas juste un joli concept philosophique abstrait, c'est une véritable transition évolutive. Pour résumer le chemin parcouru, étape 1, le grand passé, avec l'apparition nécessaire de la conscience individuelle. Étape 2, le plafond de verre, avec des cultures isolées et dogmatisées qui s'affrontent. Et enfin, l'étape 3, notre défi actuel, la convergence mondiale. Pour avancer, l'humanité doit accepter son passé, comprendre ses limites historiques et faire ce grand saut vers une vraie solidarité globale. C'est littéralement la prochaine étape de notre évolution. Alors pour conclure cette leçon d'histoire évolutive, on peut se poser cette ultime question, plutôt provocante. L'humanité va-t-elle avoir la lucidité de choisir activement ce grand saut vers la convergence? Ou bien est-ce qu'on va rester éternellement coincé sur nos petites îles volcaniques à se faire la guerre au milieu de l'océan? C'est la croisée des chemins pour notre propre conscience. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse et n'oublions jamais que les ponts de demain se construisent avec la compréhension d'aujourd'hui.